Bon matin tout le monde. Jeudi, Tech Thursdays du mois de mars. Encore tôt, quand même 9 heures. Je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Pour commencer, peut-être les petits points normaux pour le webinaire. Tout le monde est en mode mute pour la période du webinaire. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Il y a un panneau de questions inclus dans votre panneau de contrôle GoToWebinar. Vous pouvez inscrire les questions là. Je vais faire mon possible pour y répondre durant le webinaire, durant le déroulement. Enfin, je les vois arriver au fur et à mesure. C'est à peu près tout. Aujourd'hui, on va commencer. Le titre du webinaire, Puissance du modèle Zero Trust. On va parler de notre produit de protection endpoint, un de nos autres produits de sécurité. On a déjà fait un webinaire au début, je pense que c'était en juillet, quand le produit, quand on a officialisé l'acquisition de Panda, l'intégration de Panda dans les produits de WatchGuard. On a fait une petite présentation. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous autres, la gang de partenaires ou de clients super intéressés, c'est d'aller voir de quoi ça a l'air. Fait que on va commencer, juste m'assurer que je suis à la bonne place. Alors, je me présente, Patrice Desaulniers, pour ceux qui m'ont jamais entendu. Un petit gars de Shawinigan, d'où l'accent un peu de fermier. J'aime ça en rire un peu. Je suis avec WatchGuard depuis 2019 et mon rôle est la couverture avec mon collègue Wild du Canada. Je suis Sales Engineer, j'appuie l'équipe des ventes. Tout ce qui est technique, toutes les questions techniques, c'est avec moi que vous allez faire affaire. Aujourd'hui, notre agenda, on va parler un petit peu pour présenter, pour arriver. On va parler un petit peu du paysage de la cybersécurité. Je veux juste vous jaser de quelques points, surtout avec ce qui est arrivé dernièrement, les failles dans Microsoft. Hier ou avant-hier, il a sorti une autre nouvelle sur les crypto-lockers, une rançon quand même assez élevée de 30 millions qui a été demandée. On est rendu là. Crypto-locker, des entreprises qui auraient besoin de payer 30 millions pour faire débarrer ou pour enlever ces choses-là, c'est là. Ensuite, on va aborder vers où on s'en va avec nos produits de Endpoint Protection, notre modèle de protection multicouche, comment on s'intègre dans tout ça. L'approche Zero Trust qu'on va avoir, parce qu'on va parler, d'antivirus, on va parler d'EDR. C'est quoi l'approche WatchGuard par rapport à la sécurité EDR, à tout ce qui est inconnu? On va regarder la plateforme Ether, le cycle de protection. Ether, c'est le mot qui va représenter notre plateforme de gestion. Fait que tout ce qui est le produit est cloud. Je vais l'aborder plus tard. Quand je vais faire référence à Ether, c'est la console de gestion cloud pour le produit de protection endpoint. Puis, on va sauter assez rapidement dans une petite démonstration, faire le tour, montrer que c'est simple, mais efficace en même temps, tout ce qu'on va être capable de faire pour vous aider à aller chercher la posture de sécurité au niveau du poste, au niveau, on parle avec les Firebox, la sécurité du périmètre, là, on va aller chercher la portion du poste de travail. Pour commencer, le paysage de cybersécurité, je voulais juste amener quelques points, je ne lirai pas toutes. Les choses évoluent. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, 2021, après un an de pandémie, un an de presque travail à la maison pour beaucoup de personnes. On voit que les cybermenaces, ils en ont profité, ça a évolué, ça change à chaque jour. On va voir des petites statistiques un petit peu plus tard. Les environnements sont de plus en plus complexes. Peut-être pas pour vous autres professionnels des TI, pour un client, le télétravail, les serveurs, tous les services qu'il a besoin pour faire fonctionner son entreprise, la complexité en monte. Il a besoin de votre cerveau, il a besoin de votre expertise. Puis même là, dans une entreprise, ce n'est pas une personne qui couvre toutes les expertises. On a besoin de plus en plus de monde pour être capable d'aller maîtriser tout. On a les arrivées en plus. Le monde, il arrive avec leurs équipements personnels, leurs appareils mobiles, leurs tablettes. Peut-être qu'il y en a qui amènent des portables au travail. Fait qu'on insère à ce moment-là aussi des choses qui sont non contrôlées dans un environnement qu'on essaye de garder sous contrôle. J'ai parlé des télétravailleurs. On va avoir de la gestion plus compliquée. Puis, au bout de tout ça, il n'y en a pas de monde. Vous êtes dur à trouver, la gang de professionnels TI.
La gang en sécurité encore plus. Il y a des offres d'emploi, puis il n'y a pas personne pour les combler. Fait que tout se revire vers ceux qui le maîtrisent bien. Puis c'est là qu'on entre en scène par rapport à nos clients. On va aller les chercher avec ça. Pourquoi qu'il y a des malwares? Ça continue d'évoluer. C'est payant. C'est payant. Ils vont faire de l'argent. J'ai parlé en entrée de webinaire qu'il y avait une rançon de 30 millions qui était demandée pour décrypter, pour libérer des fichiers ou d'un environnement corpo pris en otage. C'est là qu'on est. Okay? La valeur, on demande des rançons, mais la valeur des données, si jamais il y a un leak, il y a un filtrage, on se retrouve devant des données qui ont une valeur, des mots de passe, des numéros de carte de crédit. Fait qu'il faut protéger ça aussi. Fait que les hackers travaillent fort. Ils ne travaillent pas fort pour sortir d'un journal puis montrer qu'ils sont bons puis avoir des photos en première page. Ils sont là parce qu'en arrière de ça, c'est payé. On se retrouve avec les gens en télétravail que ça devient tellement complexe à gérer que ça devient plus facile pour les hackers d'attaquer. L'ingénierie sociale, le social engineering en mode d'attaque, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que là, les gens sont plus bureaux, ils font plus du personne à personne, tout est à distance, par téléphone, par visioconférence, ces choses-là. Fait que les surfaces d'attaque deviennent plus simples, plus répandues, puis là, c'est là qu'on commence à avoir des proliférations. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme menaces, je dirais, les plus courantes? On a les malwares. Vous voyez, les virus, les infections, ces choses-là, les trojans, ce qu'on va avoir en arrière. Pour ceux, j'ai fait des petites présentations dernièrement sur l'évolution des malwares. On voit tout ça. On va avoir la porte d'entrée des malwares, qui est les attaques d'hameçonnage, le phishing. Comment commencer à passer dans une entreprise, comment commencer à infecter une entreprise pour avoir un pied à terre, commencer son mouvement latéral, commencer à infecter d'autres postes pour gagner finalement, au final, un accès administratif, commencer à implanter un crypto locker, commencer à sortir des données qui ont une valeur, ces choses-là, ça commence souvent par une attaque de phishing. On va voir aussi les attaques de rançongiciel, je vais dire comme ça. Je le dis depuis tantôt, les crypto lockers, c'est rendu une plaie. Là. Il en sort. Puis les variantes sont incroyables. L'efficacité est excellente. Puis les gens se font encore pogner. On est là aujourd'hui. C'est ça qui arrive. Puis, on va voir les attaques jour zéro, qui va comprendre toutes les trois autres que je viens de dire là. C'est qu'on a tout ce qui est connu, puis aujourd'hui, petite statistique qui va sortir dans 2-3 slides, qu'est-ce qui a sorti de nouveau? Le polymorphisme des virus fait qu'on n'est plus capable de les détecter avec des signatures, fait qu'on tombe avec une panoplie de nouvelles attaques à chaque jour, chaque mois, puis ça fait des totaux annuels incroyables. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On va parler d'un antivirus. C'est là que je vais arriver puis que je vais faire la différence entre justement ça, un antivirus versus un EDR ou une protection avancée. Un antivirus, on va aller gérer les attaques, mais on va les détecter sur une base de signature. Fait que là, c'est ce qu'on connaît. Donc, on sait, on a vu passer un jour un virus, on sait son comportement, on sait sa signature dans un fichier infecté, on sait sa signature en entrée ou quand il va s'exécuter, et on est capable de le détecter. Par contre, c'est les premiers, tantôt je disais, j'ai fait des présentations sur l'évolution des virus. La détection par signature, c'était une des premières façons de le faire. C'est pas la première, parce qu'il y a eu d'autres petites choses avant, mais c'est des vieilles méthodologies. Et tout a évolué pour éviter, justement, parce que c'est tellement connu, c'est tellement compris comme mécanisme de protection que les gens qui développent les virus, on l'a dit, c'est payant. Fait qu'il y a moins, ils vont mettre les efforts pour essayer de contourner ça. Ils vont trouver toutes les façons d'être capable de contourner une détection par signature. Fait qu'on n'a pas de détection proactive comme ça. On n'a pas tout ce qui est inconnu, on ne sera pas capable d'aller le chercher. Puis, on va avoir toutes les attaques. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de fileless attaques, les attaques en mémoire. Fait qu'ils n'iront plus, les virus, de leur façon de fonctionner, les malwares, de leur façon de fonctionner, ils n'iront plus déposer un fichier. Ils vont s'exécuter dans un processus Java, dans du PowerShell,
qui a un permis, qui est roulé régulièrement. Puis là, ils vont exécuter leur code de malware à ce niveau-là. Fait qu'ayant pas de fichier, les détections traditionnelles ne sont pas capables d'aller le détecter, de l'intercepter puis de l'empêcher de fonctionner. Fait que qu'est-ce que nous autres, on dit dans ça? On va aller chercher une option avancée. Une détection des jours zéro, une détection ou un monitoring des processus qui sont en cours. Fait qu'on ne laissera pas rouler un processus sans l'avoir classé. On ne laissera pas rouler. On va être capable de, aussitôt qu'un processus qui est permis de rouler décolle, on va être capable d'aller chercher de l'information, de la télémétrie à ce niveau-là, savoir qu'est-ce qu'il fait, puis être capable d'aller mettre justement dans les fonctionnalités avancées, aller voir est-ce qu'il y a eu une attaque, est-ce qu'il y a eu un living off the land attaque à ce niveau-là, comment que les processus, est-ce que la mémoire elle est impactée, est-ce que les connexions réseau sont anormales et on va être capable de regarder tout ça. Fait que notre produit, on s'en vient avec Adaptive Defense 360, ça va être nos produits pour ces détections de malware avancées-là. Tout ce qui est jour zéro, tout ce qui est en mémoire, tout ce qui est dangereux, tout ce qui n'aura pas été détecté par un antivirus traditionnel. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, là, je voulais vous montrer qu'en date du 11 décembre, parce que la dernière présentation que j'ai faite date de là. Ce petit graphique-là, je le sors souvent dans beaucoup de présentations. Puis j'étais allé, c'est des statistiques qui proviennent de notre site Secplicity. J'ai mis l'adresse ici. Secplicity.org, qui est un site d'information. C'est maintenu par WatchGuard. C'est notre équipe, notre Threat Lab, notre laboratoire des menaces. J'aime pas ça le traduire en français, ce terme-là. Mais il y a des articles très intéressants de sécurité, puis on a une portion qui s'appelle le Threat Landscape. Puis, c'est des statistiques qui viennent de nos produits. Fait que le 11 décembre, on parlait que 47% des malwares interceptés par les produits de WatchGuard étaient des malwares connus. 53% étaient jour zéro. Donc, on avait quand même pas loin, un peu plus que la moitié des malwares qui étaient inconnus dans les services par signature, dans les services traditionnels, les détections traditionnelles. 53%, c'est quelqu'un qui se base seulement sur un antivirus traditionnel, aurait été infecté par un malware jour zéro, cette chose-là. Fait que j'ai dit aujourd'hui, je vais aller chercher ma mise à jour. Vous voyez, le chiffre a changé et drastiquement. On est monté en haut de 60% de malware jour zéro aujourd'hui. Pendant qu'on reste en bas de 40%, notre 39% de malware connu. Fait que c'est là qu'on est aujourd'hui, 18 mars. Est-ce que c'est important de détecter les attaques jour zéro? Je crois que oui. Fait que c'est pour ça qu'on va essayer d'aller updater, on va aller améliorer notre protection endpoint. Puis, si on se met à jaser de sécurité, vous me dites, Pat, ça nous intéresse ce que tu nous dis, on se met à jaser de sécurité, je peux avoir le même discours au niveau des produits de Firebox parce qu'on a l'approche signature et on a l'approche jour zéro, autant au niveau du périmètre qu'on va l'avoir au niveau du poste de travail. Est-ce que c'est juste WatchGuard qui dit ça? Moi, je suis allé chercher des statistiques sur AV-Test. J'ai mis le lien en bas qui donne l'évolution des nouveaux malwares mois par mois depuis quand même, là, j'ai mis avril 2019, c'est le petit graphique que j'avais là, mais qui nous dit qu'en 2020, il y a eu 137,72 millions de nouvelles variantes de malware découvertes. Ça fait pas mal de choses. C'est sûr qu'après un certain temps, ces choses-là apparaissent dans les signatures. Mais le rythme qui sort des variantes nouvelles fait qu'à chaque jour, les attaques jour zéro sont de plus en plus importantes. À preuve, ça fait 3 mois, on est 2 mois et demi. J'ai marqué 3 mois, mais c'est 2 mois et demi. On est le 18 mars. On a janvier, février et 18 jours de mars de passé. Aujourd'hui, on est rendu à 46 millions de nouvelles variantes en 2 mois et demi. Ça roule. Fait que ça devient important d'aller là. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, WatchGuard, on arrive avec un modèle de protection multicouche. On va dire, comment qu'on veut aborder la question de sécurité des postes de travail. On va y aller. Oui, on va avoir la première couche qui va être une couche de signature, puis la détection heuristique. Fait que cette chose-là, elle va détecter tout ce qui est déjà dans la base de signature. Est-ce que c'est un malware déjà connu? Est-ce que c'est un goodware déjà connu? On va aller faire peut-être du blocage d'URL pour les ransomware parce qu'on va aller chercher ces informations-là aussi. Fait que la base, la première couche d'attaque, notre détection par signature. Notre deuxième couche qu'on va aller mettre là,
La détection contextuelle. Qu'est-ce qui est en train de faire le processus qui est parti? Est-ce que c'est un script? Est-ce que c'est quelque chose qui essaye d'être malin à ce niveau-là? Est-ce que c'est un goodware qui roule comme un navigateur? Mon navigateur peut rouler, mais il peut être pas à jour, puis être vulnérable à des attaques via des pages web. Est-ce qu'il y a une attaque à ce niveau-là? Ça va aussi nous permettre de monitorer des applications courantes. Je parle d'Adobe, exemple Reader, qu'on voit souvent des patchs de sécurité arriver pour ça, mais des attaques dans des PDF qui viennent là. Microsoft Office, on en a vu des variantes. Fait que la deuxième couche, la détection contextuelle, va être capable de nous aider à protéger ce niveau-là. Ensuite de ça, l'anti-exploit. Ce qu'on va définir par un exploit, et là, c'est d'où l'importance de tout mettre à jour. Il faut quand même avoir une période de test, mais il faut maintenir des systèmes à jour, autant au niveau du système d'exploitation que des applications. Pourquoi? Parce qu'un exploit va aller justement forcer ces choses-là. Celles qu'on voit plus souvent, je vais parler d'un serveur web, les fameuses attaques sur les serveurs IIS dans le bon vieux temps, ces choses-là. Les gens se mettaient des serveurs web publics sans les patcher. On laissait là, puis c'était le fun, ça marchait, c'était pas d'entretien, puis on n'avait pas le temps pour ça, on avait d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui arrivait? Oh, hey, un système pas patché, faille de vulnérabilité, boum, 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 on commence à attaquer ça. Qu'est-ce qu'on avait apparaître? Des magnifiques virus qui se propageaient tout seuls et qui infectaient les gens qui visitaient le site web. Fait que les exploits, c'est une détection de failles de sécurité. Ça peut arriver aussi sur un poste de travail, ce qui n'est pas nécessairement public, mais un trojan qui va essayer de se propager par lui-même va probablement exploiter des failles de sécurité sur les postes qui sont installés dans un réseau pour essayer de passer par là pour être capable de s'intégrer à un poste puis continuer sa propagation à ce niveau-là. La troisième couche va nous permettre ça. La première section de couche, la couche 1, 2, 3, agissent sur l'endpoint. On est en protection un peu plus traditionnelle. Là, on va aller mettre la portion jour zéro. On a besoin d'aller mettre au profit l'intelligence artificielle, le machine learning, pour essayer d'aller détecter, on a un processus, on ne l'a jamais vu, il est inconnu. Est-ce que je sais si c'est un malware? Est-ce que je sais si c'est un goodware? Est-ce que je le laisse rouler? Est-ce que je le bloque? Il faut faire quelque chose dessus. L'approche WatchGuard, l'approche Panda, c'est on ne le laisse pas rouler tant qu'on ne l'aura pas classifié. Et là, on va avoir un mécanisme de classification qui va embarquer là-dessus. D'où la portion cloud qui va embarquer parce que la prise de décision va se prendre là et la décision qui va être prise là va être ajoutée à l'intelligence collective pour revenir agir au niveau de la couche 1 ici. Fait qu'un coup qu'on a déterminé est-ce que c'est un goodware, est-ce que c'est un malware, on retombe dans la base signature parce qu'on connaît le processus puis on va savoir si on le laisse rouler à ce niveau-là. La cinquième couche, qui va être, c'est plus un service d'intelligence qui va être le threat hunting, la chasse des menaces, qui, avec tout un coup les produits installés, tout ce qu'on va voir apparaître, toute la télémétrie qu'on va ramasser au niveau de l'agent du poste, il y a une équipe chez nous qui va avec des algorithmes de détection automatique, il va y avoir des choses qui vont être vérifiées. Et s'il y a un pattern d'attaque, un mouvement latéral qui est détecté, parce que veut pas, il y a tout le temps des traces. Un attaque Living Off the Land, c'est un exploit sur des outils normaux qui sont installés, mais que les attaquants, les hackers vont s'en servir. J'ai comme mixé les deux mots. Les hackers vont s'en servir pour exploiter un réseau, exploiter et aller chercher de la valeur à l'intérieur de ça. Fait que les mouvements latéraux que ça va produire, tenter d'infecter un autre poste, tenter de switcher de processus pour essayer d'aller faire une connexion réseau, toutes ces choses-là vont être détectées. Puis, il va y avoir un petit rapport qui va être émis par notre équipe de threat hunting. Tout ça est inclus dans notre produit en passant. Fait que l'approche Zero Trust, je l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut tout classer. On n'aura pas de zone grise. On n'aura pas il n'y a pas d'insignature, je pense. Non, tout va être classé. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir une liste de produits qui vont être bons à rouler. Un processus qui, oui, tu le laisses passer, il est bon, il a été testé, tout ça. Et il y a la même signature que l'autre avant, on va le laisser passer. Et on va avoir une liste de malware. La portion suspecte ici est pratiquement annulée. Et si jamais on se rend là, on a du personnel chez nous qui vont regarder la détection à ce niveau-là. Ça ne sera pas par le machine learning, il va y avoir une vraie personne, un malware analyst qui va passer au travers puis qui va valider est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est un malware ou pas pour le faire.
Fait qu'on se retrouve un tableau que j'ai déjà montré, que vous avez vu. Fait qu'on va voir quand un processus va essayer de se déclencher sur un pros qui est protégé par Adaptive Defense ou Adaptive Defense 360. Est-ce qu'il va passer la première étape, la première couche? Est-ce que c'est connu? Si c'est connu, on va être capable, on va avoir dans 75, 3/4 des cas, ça va être dans une des deux bases de données, connu bon, connu mauvais, et on va le faire. Quand on tombe inconnu, et c'est là que la chose intéressante commence pour nous autres, fait que tout ce qui est jour zéro ne sera pas autorisé à rouler. Fait que les faux positifs sont pratiquement nuls à ce niveau-là. Fait qu'on s'en va dans l'étape 3, on embarque l'intelligence artificielle. On va aller chercher tout ce qui est machine learning, puis on va aller classer de façon automatique en dedans de quelques minutes 99,98% des processus. Un coup qui est là, on suit la flèche, il est retourné, comme j'expliquais tantôt, dans la liste des connus, puis on n'aura pas besoin de refaire ce processus-là. Et c'est de l'intelligence collective. C'est pas juste à une place, c'est pour tous. Ça ne sera pas juste sur le endpoint qui essaie de rouler, c'est pour l'ensemble des endpoints qu'on va avoir. Quand on va avoir le 0.02 qui reste inconnu, ça s'en va à un analyste malware, puis c'est là qu'on va le voir. Il va être vérifié par une personne. Ça, c'est un petit peu plus long, c'est pas en dedans de 2 minutes, mais on va se dire, entre nous autres, que quand on est rendu à la vérification manuelle, parce que c'était pas dans la liste déjà connue, le machine learning n'a pas été capable de déterminer c'était quoi, on parle sûrement de quelque chose d'assez complexe, puis que c'est peut-être pas quelque chose qui devrait rouler. On est rendu là. Fait que, je vois toujours pas de questions. Fait que, soit que c'est clair ou laissez-moi pas vous endormir. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vais y répondre. On continue. Eater. Eater, ça a l'air d'un mot. C'est quoi? C'est la console cloud, notre console de gestion, notre plateforme. Il n'y a aucune installation locale chez les clients pour Adaptive Defense. Tout est géré cloud. Fait que, qu'est-ce qu'on a dans ça? Toute la gestion des mises à jour, il n'y a aucun effort à mettre là-dessus, la complexité reliée à ça, et ça permet d'avoir la vue par nos analyses de sécurité, justement pour tantôt je parlais de mouvement latéral, ces choses-là, c'est là qu'on va avoir accès à l'ensemble. Puis c'est pour vous autres clients, pour vous autres partenaires, vous allez avoir une vue centralisée sur tout à partir de là. On a un seul agent quand on va parler de Panda qui fait tout. Autant la détection, tout le multicouche que j'ai parlé tantôt, mais tous les modules complémentaires qu'on va installer, parce que partie 2 de notre présentation Zero Trust, qui va être en avril, on va passer à travers des modules complémentaires qu'on va avoir, la gestion de patch, la gestion de l'encryption, tout l'outil de rapport avancé qu'on a, fait que toute la télémétrie, comment on peut exploiter ces choses-là, envoyer ça dans un CM, un outil d'analyse de sécurité. On va voir dans un futur qui s'en vient l'intégration de tous ces produits-là dans notre plateforme WarJR Cloud, où c'est qu'on a déjà nos Firebox qui envoient des informations de sécurité, ou c'est qu'on a déjà TDR qui envoie des informations de sécurité. Tout va être centralisé à une place pour nous autres. Fait que ça nous fait un déploiement de services logiciels facile, rapide et simple. Quand on va aller passer à travers la console, c'est assez simple. Je passe rapidement à travers l'architecture de cloud. On a les agents qui vont rouler les modules qu'on va choisir qui roulent. Fait qu'on a une installation à faire, pas 30. Et là, aussitôt qu'on va activer quelque chose, l'agent va s'en occuper puis il va l'activer à son niveau. Exemple, le patch management, l'encryption, le module d'encryption pour le poste de travail, est-ce qu'il roule Adaptive Defense ou Adaptive Defense 360? Si on veut savoir la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un que c'est juste l'EDR qui peut rouler sur un antivirus qui est déjà existant. Adaptive Defense, c'est notre EDR. Tout ce qui traite jour zéro, tout ce qui traite notre threat hunting par-dessus un antivirus. Vous avez déjà un autre produit concurrent comme antivirus signature. Vous ne voulez pas l'enlever, vous voulez continuer à l'exploiter, mais vous voulez avoir une sécurité avancée. On va juste aller mettre Adaptive Defense par-dessus. On veut tout le kit, autant la signature que l'EDR, on va mettre Adaptive Defense 360. Fait que c'est un petit peu la différence entre les deux. Ensuite de ça, on va avoir la plateforme. Qu'est-ce qu'il va avoir? Les agents vont se connecter à la plateforme, vont envoyer
l'information, vont aller chercher leur configuration, vont commencer à envoyer toute la portion télémétrie ici à droite pour être capable d'avoir, envoyer ça dans le lac d'événements, dans la base de données, pour être capable de commencer à déterminer qu'est-ce qui se passe sur le poste. Fait que ça vous donne à vous autres gestionnaires de sécurité une bonne posture de chaque poste parce qu'on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il veut faire, on sait les process qui ont démarré. Est-ce qu'ils ont fait de quoi d'anormal ou pas? C'est là qu'on le voit. Par-dessus ça, embarque les gens, le machine learning qui va travailler par-dessus, les équipes de personnes réelles, l'équipe de threat hunting, l'équipe d'analyse malware qui vont faire la job de vérification, qui vont vous donner des rapports sur la posture de sécurité dans l'environnement. Je vois une question. Où sont les whitelists programmes? Est-ce qu'on veut... Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'on parle... on va peut-être le voir tantôt, Bruno, dans la configuration, les programmes qu'on ne veut pas on veut pas vérifier, qu'on va permettre l'autorisation. On va tout voir ça dans la console tantôt. Les exclusions. Ah, ben, on ira voir. Au pire, Bruno, si je ne couvre pas tout, parce que là, je vais faire une présentation, je vais le montrer. On pourra peut-être regarder, on pourra peut-être regarder, voir comment on peut faire ça ensemble. Il y a une place pour le faire, les whitelists. Là, je n'ai pas monté mon environnement de laboratoire, j'ai l'environnement de démo, mais comme dans mon environnement de laboratoire, j'ai des exclusions pour toutes mes postes. Exemple pour TDR, justement, qui roule en plus conjointement avec mon Panda. Parfait, ouais, j'ai vu que c'était la question. Mais il y a une façon de passer le whitelist. Si je passe dessus tantôt, je le montrerai. Je reviens dans ma présentation. Le cycle de protection. Fait que ce qu'on va avoir, on va avoir une protection continue, une détection, l'analyse qui va être faite de tout ce qui va s'être passé. Et si jamais il arrive de quoi, j'ai écrit assainissement. C'est en bon français une remédiation. Si jamais il y a une attaque, ça va, parce qu'on a exactement tout ce qui a été fait, on est capable de revenir en arrière la journée que ça va être fait comme attaque. Et on va le voir dans la démo, ça. Et au centre de tout ça, on a la surveillance qui fait toute la job puis qui regarde passer tout ce qui se fait. Fait que c'est notre cycle de protection. Ce qui m'amène à dire, c'est fini les slides. On va passer aux démos maintenant. Boum, comme ça. Et on va monter la console ici. Fait que ce que je voulais vous présenter, la console, la simplicité. On arrive dans cette portion-là ici, où est-ce qu'on va voir qu'est-ce qui est installé, qu'est-ce qui n'est pas installé. Je vais passer rapidement sur les goodies, les belles couleurs, ces choses-là, mais je voulais quand même vous les montrer. On va avoir un statut, on va avoir rapidement une vue de si on a des problèmes ou pas, parce que toute notre arche ici n'est pas vert. On pourrait aller voir nos ordinateurs, voir comment ils sont faits, puis tout ça. Mais le croustillant, c'est est-ce qu'il y a eu des attaques? Et là, tout de suite, je fais une annonce. C'est un environnement de démo. Fait que c'est pas normal qu'il y ait autant d'infections, c'est pas normal qu'il y ait autant de malware. Honnêtement, j'ai de la misère dans mon environnement de lab, puis j'ai fait des sessions il y en a qui vont me trouver drôle. J'ai fait des présentations avec quelqu'un juste un peu avant les fêtes, puis on a bien ri du terme Juarez qu'on avait vu dans une slide qui avait été là. Mais je suis allé descendre, justement, vérifier pour trouver des cracks. Tu sais, comment faire pour s'infecter, c'est de downloader du stock de pirates sur l'Internet. Fait que j'étais allé sur des sites de cracks, j'essayais d'installer des cracks, puis j'avais beau, ça bloque. Mais un coup, voir de l'activité de malware ici, c'est un petit peu plus compliqué dans un environnement réel. Fait qu'on a un bel environnement de démo qui va nous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Fait que dans le haut ici, est-ce que j'ai des programmes bloqués ou des programmes permis par l'administrateur? Oui, parce que tantôt, j'ai dit quand on tombe sur un processus inconnu, il va être bloqué par défaut. Et il faut qu'il soit classifié avant de permettre de rouler. Ça se peut qu'on dise dans mon environnement, là ici, on le voit, j'ai actuellement 6 programmes en cours de blocage, en cours d'analyse. Qu'est-ce qui arrive? Ben, je peux dire, j'ai un worm puis j'ai un good. Mais le good, je le connais, je veux le rouler. Je serais capable d'aller dessus, j'ai cliqué sur la chose, puis de faire un unblock ici. Parce que je le sais, c'est un logiciel interne qu'on a développé. Pour avoir déjà vu, expérience vécue, on avait un fournisseur qui avait développé un programme. Le fournisseur était connu
était entièrement confiant de son environnement. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un de ses postes qui s'était fait infecter. Quand ils ont compilé, il y a un virus qui s'est inséré. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé ici? On a permis à un processus qu'on voulait laisser rouler de rouler. Mais au bout de la ligne, quand il est revenu de la classification, parce que veut pas, on va permettre de rouler, le processus va rouler sur le poste de travail, mais en arrière se passe la classification quand même, parce qu'il faut revenir avec un résultat, il faut revenir, est-ce que c'est un goodware ou un malware? Le comportement par défaut de la plateforme, ce qu'il va faire, si ça revient malware, il va le bloquer automatiquement. On peut bypasser ça, non recommandé, loin d'être recommandé même, mais la personne peut l'avoir laissé rouler pareil. Fait que on est capable de faire ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si jamais c'était un malware, il va y avoir de l'activité qui va s'être faite avec ça. Fait qu'on va aller voir les activités, puis on voit exactement la liste des programmes qui ont roulé, mais qui ont été déclarés comme étant malware. Fait qu'ils ont fait du grabuge ou ce qui était. Nous autres, probablement que toute ma liste, là, je regarde ma liste de noms, on est 35 aujourd'hui, probablement qu'on aurait tout vu la double extension ici. Et s'il y en a un dans la gang qui m'écrit non, on va se parler après. Mais une double extension, .mp4.exe, nous autres, on a fait, ouh, il se passe de quoi? Mais Madame Tremblay, et j'ai-tu des Madame Tremblay dans la liste? Non, parce que Madame Tremblay, c'est mon exemple habituel. Madame Tremblay, elle, c'est en espagnol, on le voit, mais c'est l'alunissage en 69 d'Apollo 11 avec Neil Armstrong. Elle veut le voir. Elle aime Madame Tremblay, Neil Armstrong. Elle n'a pas fait attention, puis elle l'a exécuté. Ça a été permis. On lui a laissé la permission de rouler ça. Puis, il y a un malware dedans, puis il s'est passé quelque chose. Fait qu'on va voir qu'il a roulé. Est-ce qu'il a accédé des données sur le poste? Est-ce qu'il a essayé de faire de l'extraction de données ici? Est-ce qu'il a fait des connexions externes? On a quelque chose là, puis on voit qu'il a été désinfecté. Mais je vais cliquer dessus pour aller voir encore qu'est-ce qui s'est passé. Le terme que je veux vous présenter, et qui est important ici, c'est le mot désinfecté. Encore là, je répète, quand on a un malware qui va rouler, étant donné qu'on a de la télémétrie, on sait exactement tout ce qu'il a fait, on est capable de revenir en arrière. Fait que la désinfection se fait automatiquement. Aucune intervention de vous autres personnels de sécurité. C'est la mécanique en arrière d'Adaptive Defense qui va faire le travail. Mais on est curieux, on veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Il a détecté un trojan, le CI.E dans ce cas-là. On est capable, par deux liens tout de suite, d'aller faire une vérification, virus total, qu'est-ce qui s'est passé là. Là, vu qu'on est dans un démo, j'ai rien. Je n'aime pas ça cliquer dessus quand j'ai rien non plus. Mais dans les nouvelles menaces, on aurait accès à qu'est-ce qui a été détecté par les autres. Virus total, c'est un bon outil de recherche pour voir l'ensemble des choses. Même chose sur Google. Et là, je peux voir, il a roulé sur machine 11, machine 15 et machine 31 dans différents fichiers qui avaient la double extension encore, mais c'est tout le temps le même virus. Fait que là, il va nous dire exactement qu'est-ce qui s'est fait. Moi, je vais aller voir l'activité complète. On dit pas de son. Est-ce que... OK. Est-ce que je vois pas de son? Je ne sais pas si les gens, si quelqu'un peut juste m'écrire que vous m'entendez. Si je vois rien, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Son OK. Parfait. Merci, Quentin. Excellent. Je continue. On va aller voir ici. Je relance ici. View Full Activity. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce que notre malware a fait sur le poste. Il est allé modifier des registres. Oh, bang, 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 3 registres en partant. Il a commencé à créer des sockets pour se connecter sur lui-même pour tester la connexion. Il est allé chercher un fichier, probablement pour commencer à embarquer des librairies pour exploiter les malwares, commencer à se donner un centre de contrôle, se connecter au centre de contrôle, commencer à s'implanter sur le poste puis faire des choses. Fait que, on a une belle liste de ce qui est fait. Fait que la désinfection, elle a pris ça puis elle a fait à l'envers les créations de registres, les fichiers qui ont été téléchargés, c'est tout ça. Bon, ça, c'est assez cartésien, c'est assez. On veut le voir de façon plus graphique. Je vais aller cliquer sur View Graph. Et là, je vais avoir, on a notre processus au centre, puis on a l'ensemble des connectivités ou des déplacements qu'il a fait. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec ça? Parce que je veux voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis être capable d'aller répliquer ou de l'empêcher, parce que je suis un curieux de sécurité, c'est de revenir dans mon temps
pour être capable de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Fait que, à 10h38, il a commencé, il s'est créé, il a fait sa clé de registre, puis il a commencé à créer ces deux choses ici. Fait que je vais continuer dans le temps. Boum, 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 il a créé ses sockets, puis il a continué. On voit qu'il passe un certain laps de temps parce qu'il est tricky, notre virus, il ne veut pas se faire détecter, il va tranquillement. Parce qu'il faisait tout d'une frappe, peut-être qu'un processus de sécurité le détecterait puis il le bloquerait. Fait qu'il va super tranquillement. Puis là, à travers le temps, il a commencé à se connecter, il a commencé à télécharger des choses, puis on est capable de rejouer complètement ce que notre malware a fait. Quelqu'un qui passerait à travers un audit de sécurité, quelqu'un qui passerait à travers un virus, un malware beaucoup plus complexe serait capable de faire des recherches. Est-ce qu'il a commencé à infecter d'autres machines? Là, le système va le voir, puis on va être capable de voir dans l'ensemble de notre réseau comment ce virus-là nous a touchés. C'est un petit outil, le fun et efficace. J'utilise le mot le fun parce que, c'est visuel, mais l'efficacité de ça, savoir j'ai été, la rémédiation s'est faite, savoir que je suis capable de voir exactement ce qu'il a fait sur ma machine, puis que de le rejouer, puis d'aller étudier pour être sûr que ça n'arrive pas encore. Est-ce qu'il y a eu des données? Est-ce qu'il y a des choses? On est capable d'aller faire une recherche plus complète à ce niveau-là. Fait que je reviens dans le temps pour accélérer mes choses un petit peu. Ça fait partie des choses qu'on va voir. Fait que dans mon statut de sécurité, au niveau des malwares, j'ai ça. Je vais avoir la même affaire. Les PUP, c'est les Potentially Unwanted Programs. Fait que c'est des programmes un peu plus, on va avoir Updater, quelqu'un peut être aller s'installer ça, fait que, mais qui peuvent contenir des virus. Fait qu'ils ont une classe spéciale là. Est-ce qu'ils ont été roulés? Puis là, ben, on va les détecter quand même, puis on va les empêcher d'infecter. On a la même mécanique à ce niveau-là. Mettons que je vais aller voir Updater, Software Updater, mais je pense que j'étais dans le Vulnerability Scanner. Lui, est-ce que j'ai quelque chose? On voit qu'il va avoir fait des manipulations sur le poste, puis on va être capable d'aller le récupérer. Fait que c'est la même chose au niveau des POPs. Les exploits, tout ça va nous permettre d'écouter. C'est la même chose. Un exploit, c'est un processus qui est permis. Un navigateur, c'est permis. Le protocole bonjour, c'est permis. Mais par contre, le PowerShell qui n'est pas mis à jour peut être exploité d'une façon. Fait que la détection, OK, je vois quelqu'un qui m'écrit, ils prennent le 48. PowerShell est permis. Le processus, quand il va être lancé, il va être autorisé. Il va faire partie de la liste des goodware, puis on va vouloir qu'il roule. Par contre, le script qui roule dans PowerShell, lui, il peut avoir des intentions un peu plus malignes. Ce qu'on va voir, c'est que la détection, encore là, parce qu'on vérifie tout ce qui est ouvert sur le réseau, on vérifie les accès à mémoire, on vérifie les accès administrateurs. Est-ce qu'il y a une élévation de privilèges qui essaie de se faire? On va être capable d'intercepter un exploit, l'exploitation d'une vulnérabilité d'un processus qui est permis de rouler. Fait que ça, on vient d'aller chercher. Tantôt, j'ai parlé, c'est important de patcher. Quelqu'un on est jour 0, est-ce que la patch a été testée dans mon environnement? Il va passer quelques heures, quelques jours avant de faire la mise à jour parce que je veux le tester dans mon environnement lab avant de scraper ma production. Pendant ce temps-là, je suis protégé par Adaptive Defense 360. Pourquoi? Parce qu'il va le voir si jamais il y a une attaque sur la vulnérabilité. Fait que ça me donne le temps la flexibilité de faire ce genre de manipulation-là, puis d'être protégé par le fait même. Puis souvent, ben, ça ne veut pas dire que les usagers vont faire les mises à jour. On ne gère pas toutes les postes, on ne gère pas toutes. Fait qu'il faut que les usagers soient alertes et au fait de ces choses-là, puis qu'ils fassent la mise à jour de leur système aussi. Fait que pour la détection d'exploits, c'est un petit peu ça. Dans le bas, ben, on parlait d'antivirus. On va avoir des statistiques à ce niveau-là aussi, parce que la détection par signature se fait quand même. On va l'avoir là. Fait que cette portion-là se fait. On vient de voir un petit peu. On va voir les modules complémentaires qui sont ici. On va les passer au travers dans la partie 2 en avril. On va voir le patch management, comment on peut l'appliquer. Ce n'est pas juste des patchs Windows en passant, c'est des patchs d'une centaine de produits. Fait qu'on va voir les installations. Pourquoi? Parce qu'on a une visibilité sur les postes de travail. On sait ce qu'il y a dessus. On va le voir dans mon computer après.
Ça me permet aussi d'installer des petites listes que je suis capable d'aller faire un inventaire par matériel. Mais je pourrais me faire une liste aussi. Est-ce que j'ai des postes XP? Riez pas, il y en a encore qui en ont. Est-ce que j'ai des postes XP dans mon environnement, que c'est important, je serais capable d'aller sortir ma liste de postes XP puis leur porter une attention particulière à ce niveau-là. Dans mon deuxième onglet, on va avoir la liste de mes postes de travail, puis on a deux vues ici. Une liste que je peux me bâtir par diverses vérifications sur le poste. Le système d'exploitation, est-ce que j'ai tel type de mémoire, est-ce que j'ai un disque dur de tel type d'installé, quelle quantité de mémoire que j'ai, quel produit que j'ai d'installer. Et oui, on a maintenant les processeurs ARM qui sont supportés, autant dans Windows, et si ce n'est pas annoncé, vous allez voir l'apparition des Mac en ARM aussi, qui vont être supportés. Fait que déjà, les M1, les nouveaux processeurs Mac, c'est des ARM. Ça fait partie de nos équipements supportés. On va pouvoir voir les postes de travail. Ça marche sur Android, ça marche sur les Linux. Dans le lab, j'ai 2 postes Linux installés aussi. On a une détection là. Les Mac, les Windows, fait que si on clique sur un poste, ça me donne un statut du poste, comment il est protégé, qu'est-ce qu'il y a d'installé comme matériel, boum, 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 mes logiciels installés. Ça va me permettre de faire travailler ma portion patch management, parce que je sais quel logiciel, quelle version, est-ce qu'il y a une mise à jour de fait pour ça, et les settings qui sont appliqués dessus, qui vont me permettre de voir comment il fonctionne. Puis ça va me permettre aussi, j'ai des actions que je peux faire sur ce poste-là, mais la chose que je voulais vous montrer, oups, je suis sur un Mac, desktop. C'est pas celle-là que je voulais faire. Je reviens, desktop 1. J'ai un item qui est isolé l'ordinateur ici. Il y a une machine, elle est dangereuse, il s'est passé quelque chose. Comme on est capable de le faire de façon automatique dans TDR, ici, je suis capable d'aller dire isolé. Ce que ça va faire, ça coupe complètement les connexions au réseau. On n'aura plus rien qui va marcher, plus d'accès au serveur de fichiers, plus accès aux applications. Il y a juste la connexion vers la console Ether qui va fonctionner pour être capable de le désisoler, mais avoir le statut de ce poste-là quand il va fonctionner. Fait que c'est des actions qu'on va pouvoir faire. Je vais être capable aussi de me bâtir des listes personnelles à ce niveau-là. Je suis capable aussi d'avoir un classement pour appliquer différentes configurations à différents postes et d'importer ma structure Active Directory et de faire la même chose si je vais avoir une configuration spéciale pour mes serveurs versus mes PC dans le Nord, en Amérique du Nord ou à Shawinigan. Bien là, je serais capable d'avoir différentes configurations à ce niveau-là. Dans les settings, et c'est là qu'on va voir, Bruno, les choses qu'on va aller chercher. Celui que je voulais vous montrer, on a différentes choses. Ça reste quand même assez simple. Comment on gère le réseau. On va avoir différents services pour la découverte des autres appareils pour faire des installations automatiques. Le déploiement de l'agent, dans le computer, je n'ai pas passé à travers de ça. Le déploiement de l'agent peut se faire pour l'ensemble des systèmes d'exploitation ici, soit par la discovery ou une installation à distance, ou aller chercher ici un URL que je peux envoyer par email ou créer un installeur que je peux déployer par un outil de gestion d'installation comme SCCM, GPO. On est capable de le faire par là. Fait on a différentes façons de déployer le client si on veut. Dans mes settings ici, les choses importantes que je voulais vous montrer, on va avoir parce que honnêtement, le client, il va nous donner un statut. Si je pop mon client localement, je sais ce qui se passe, mais je n'ai pas trop de config à faire. Tout vient de la console ici. Fait comment il va réagir? Comment il va faire ses mises à jour? Est-ce que je permets les mises à jour, tout ça? On a une gestion en arrière de ça qui nous permet de dire un client, je ne veux pas qu'il prenne plus de temps de bande passante que ça. Fait qu'on est capable de limiter la bande passante autant pour l'envoi des logs, la gestion des fichiers, ces choses-là, si on est limité dans notre bande passante. On a toute cette gestion-là. Au niveau de la protection avancée, c'est là la chose importante. C'est parce que depuis tantôt, on parle d'antivirus, on parle de gestion par signature, mais la protection avancée, l'IDR, c'est ça qu'on veut aller activer. C'est pour gérer nos jours zéro, pour être capable d'avoir notre télémétrie, d'aller chercher nos choses. Fait qu'on va avoir des différents modes pour jouer avec. Et il y en a deux. Un mode qu'on va appeler d'apprentissage. Le mode recommandé par défaut, ça va être notre lock. Autrement dit, tout ce qui est nouveau sur le poste va être barré. On est quand même capable d'aller
chercher différents settings, surtout notre phase d'apprentissage, où est-ce qu'on va installer notre Adaptive Defense. Mais on ne veut pas que ça détecte toutes sortes d'affaires. On le sait qu'on a des choses un peu tricky d'installer dans notre réseau. Puis, on ne veut pas que ça bloque tout. Fait qu'on va aller faire hardening. Fait que tout ce qui est déjà installé sur un poste va être permis de rouler. Par contre, toutes les nouveautés, quelque chose qui vient d'une clé USB, quelque chose qui vient d'un download réseau, quelque chose qui vient d'un disque dur externe, ça, par exemple, ça va devoir être classifié. Cette chose-là ne roulera pas s'il n'est pas détecté. Par contre, ce qui est déjà sur le poste va être capable de rouler. Ça va nous permettre de faire la classification. On le sait tantôt, quand ça roule, ça ne veut pas dire que ce n'est pas classifié. On va faire 2-3 semaines comme ça, et là, on va passer en mode lock, autant pour le Windows et on l'a pour le Linux, notre version A et le démo pod AIT. Au niveau du Linux, fait qu'on va être capable d'aller chercher notre protection avancée autant à ces niveaux-là pour être capable de prévenir les attaques jour zéro. Fait que c'est les choses que je voulais vous montrer ici. On va avoir la gestion de l'antivirus qui se fait comme d'habitude dans Advanced Protection. Dans général, je voulais juste vous montrer. File and path excluded from scan. Fait que dans Workstation and Server, menu général, pour Bruno qui posait la question tantôt, le whitelisting est ici. Fait que j'ai pensé de le montrer. Fait que si jamais tu le cherches, il est là. Fait qu'on peut faire, on peut créer un template, comme ici c'est le Gold template, on peut en créer la quantité qu'on veut, faire différentes exceptions, puis aller réappliquer ces configurations-là à nos groupes que j'ai montrés dans la section Computer tantôt. Fait que pour certains groupes de postes, on peut faire des exceptions X, d'autres postes, des exceptions Y, même en faire appliquer les paramètres de sécurité en fonction de ça. Puis on a une option pour cloner une politique déjà existante. Si on veut faire juste un micro-changement dedans, ça évite d'avoir à tout recommencer à ce niveau-là. Fait qu'on va avoir nos paramètres d'antivirus qui sont des paramètres standards qu'on va être habitué de voir, mais qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on n'active pas, comment on va le gérer. Le firewall qui va être contrôlé par cette chose-là aussi. Le device control, est-ce que je laisse rentrer des clés USB externes? Est-ce que je permets l'activation, la lecture de CD, DVD? De plus en plus rare, mais c'est quand même là pareil. Fait qu'on est capable de contrôler qu'est-ce qui rentre. Fait qu'on peut carrément bloquer une machine qui est sensible, qui contient des informations pour ne pas permettre l'importation externe ou l'exportation en branchant une clé USB dedans d'informations à partir de cette machine-là. Fait que ça fait un petit peu le tour des choses. Web Access Control, que je voulais peut-être amener, qui fait partie de la version avancée. La liste ici, qu'on voit là, c'est la même liste, c'est le même engin qui va rouler sur un Firebox. Fait qu'à ce moment-là, si on a une liste de choses bloquées sur notre Firebox, puis qu'on a Panda d'installer sur tous nos appareils mobiles, mais que c'est des appareils corporatifs, puis qu'on veut travailler la même liste, pas aller sur les sites de drogue, je vais en prendre un adulte, ici, contenu adulte, qu'on n'aime généralement pas que le monde aille sur un appareil de bureau. Et le Firebox va le bloquer sur le firewall. Puis le poste, quand il est mobile à la maison, il n'est pas protégé par le firewall, mais on a la même liste, fait qu'on est capable de l'appliquer là aussi. Rapidement, nos tâches ici, on va voir qu'on est capable de partir des tâches de vérification régulières, faire un scan du poste. Le fait que tout est classé, on n'est pas obligé de prendre des ressources à outrance pour faire ça, étant donné que tout est déjà classé, on sait ce qui s'en vient, mais il y en a qui aiment ça le faire pareil. Quand on va voir les modules de gestion de patch, on va être capable de céduler les patchs, comment ça va fonctionner, ces choses-là. Fait que ça fait un petit peu le tour de la console. On est capable de manipuler ça. Dans la prochaine version, dans la prochaine session, ce qu'on va faire, on va passer à travers du portail partenaire, comment gérer les clients, comment accéder les consoles clients en mode security provider, en mode fournisseur de services. Après ça, qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec les modules supplémentaires? Surtout la gestion, la visualisation, le reporting qu'on va avoir, toute l'information de la télémétrie va être là. On va tout passer au travers de ça. Fait que ça fait le tour. Je ne vois pas de questions à part que Bruno, j'ai pris ton commentaire. Je ne sais pas si tu as mon courriel, peut-être m'envoyer des disponibilités, puis on regardera ça ensemble. Sinon, faudrait voir, je vais essayer de trouver ton courriel pour te contacter. Fait que je ne vois pas de questions là. Je vais réduire ici. Je vous laisse. Oh, OK, j'en ai une. OK, parfait, contacter.
OK. Bon, pour mon courriel, je dois l'avoir. Je vais revenir à la page principale. Je vais juste, pendant que je vois, allez le remplir. Ça, si vous voulez si vous voulez des sujets, on a fait une petite session avant Noël en disant qu'est-ce que vous voulez. Les gens nous avaient suggéré des choses. On va le faire là. Le Wi-Fi était populaire, le Wi-Fi va revenir. On va avoir des choses là-dessus. Si vous avez des commentaires, Patrice, tu dis trop souvent E. Tu as vraiment un accent de gars de Shawinigan. Il faudrait que tu parles mieux. Vous pouvez aller l'écrire là, je le prendrai pas mal. Puis, si vous avez des suggestions, si vous avez aimé ça, allez le dire aussi. Ça, on est bien content de le savoir. Si au moins ça nous dit qu'on ne fait pas ça pour rien, qu'on donne l'information, que vous apprenez des choses. Fait que si vous, au moins vous nous le dites, un petit coup de pouce pour nous autres. Fait que c'est ça. Fait que juste pour revenir, normalement, je présente celui-là, Zero Trust. Je vais carrément revenir, et là, vous allez excuser, je vais juste couper ça. Si je fais ça comme ça et que je relance ma présentation ici, j'ai-tu mon adresse? Pas en tout. Je pensais que j'avais mis mon adresse là ici. Fait que, voyez mon prénom, mon nom, patrice.desaunier à commercial watchguard.com, patrice.desaunier à commercial watchguard.com. Ça serait mon courriel. Fait que sur ce, il était 50. Je ne prendrai pas plus de votre temps ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. C'est le fun. On a eu beaucoup de monde. Je suis content. Et puis, en espérant que vous avez appris quelque chose, puis on se revoit en avril, on va présenter l'autre portion de ça. Bonne fin de journée tout le monde, soyez sages.